qu'il le soit, il faut l'investir totalement. Il faut arriver à comprendre quels sont ces mécanismes, comment fonctionnent-ils, quelles sont les étapes qui sont derrière, quels sont les courants idéologiques, qu'est-ce que les frères musulmans, qu'est-ce que le salafisme, qu'est-ce que le wahhabisme, qu'est-ce que le tabligh. Alors, vous voyez, dire ça à un responsable politique, c'est emmerdant, et parfois même à des journalistes ou à certains universitaires. Donc, comme on est en France très partisan de la posture, on préfère, ou on a préféré, ou beaucoup ont préféré, être dans une sorte de posture dogmatique. Alors, certains, aujourd'hui, à l'extrême droite, vont vous dire, mais de toute façon, tous, vous savez, vieille ancienne, qui kiffe bourricot, il n'y a pas de différence entre un musulman et un islamiste. Ça, on a un candidat qui est devenu très populaire grâce à cette idiotie. C'est de facto, je suis essentialisé, et donc méfiez-vous, quelque chose au fond de moi ferait de moi quelqu'un d'aussi dangereux qu'un Kouachi ou Caméra, surtout que je porte le même prénom que l'un d'entre eux. Bref, et un autre va vous dire à partir d'une logique soi-disant bienveillante, antiraciste, etc. Non, il n'y a pas de problème, circule. En fait, tout le monde, tous ces musulmans sont de braves gens, gentils d'ailleurs, victimes de notre société, victimes du colonialisme, victimes du racisme de cette société mauvaise, insupportable, etc. Et évidemment, vous allez trouver très peu de personnes qui, en étant dans la nuance, vont arriver à convaincre. Parce que la nuance, en vérité, elle ne s'adresse pas aux feignants. Elle s'adresse aux gens qui ont envie de faire travailler leur cerveau. Quand vous êtes dans une logique binaire, vous dites tout le monde qui équipe bourricot, tous dangereux, c'est facile. Il suffit juste de mobiliser tout ce qu'on a comme haine et comme rejet, comme colère et comme inquiétude au fond de soi pour dire de toute façon tous ces musulmans sont des gens parfaitement. Bon. Quand on vous dit, par ailleurs, non, ils sont tous formidables, là vous mobilisez toute votre bonne charité chrétienne et vous dites de toute façon, l'homme est amour, Dieu aussi, et l'homme est bon par nature, donc ces gens ne peuvent pas être méchants. Ah, bon, alors, moi, comme je ne suis ni avec les uns ni avec les autres, et que je me définis plutôt comme à travers d'abord une rationalité, avant de dire que je suis républicain, mais d'abord à travers une rationalité. C'est que je crois qu'en essayant de comprendre des choses, quand on fait l'effort de comprendre y compris des phénomènes complexes, on finit toujours par comprendre. Voilà. Ça me paraît une évidence, mais c'est comme ça. D'abord, faire l'effort de comprendre l'infini. Non pas pour le justifier, non pas pour le nier, non pas, mais juste pour l'appréhender, pour mieux le traiter. C'est comme mon désir, pardon, je parlais, c'est un peu comme face à des maladies. De toute façon, quand vous avez des idéologies aussi toxiques, que l'islam politique, ou que le sont les postures ou les idéologies extrémistes, le corps social, la société est de toute façon malade. Une société saine ne va pas vers l'extrême, généralement. Une société qui est un peu malade, elle a une propension comme ça à aller vers l'extrême, ou l'extrémisme. Donc, quand il y a une maladie dans une société, on commence d'abord par faire un bon diagnostic. Et tant qu'on n'a pas fait un bon diagnostic, quand il faut une amputation, il ne faut pas de l'euthanasie. Ce sont deux choses différentes. Parce qu'avec une amputation, on peut continuer à vivre. Quand on est euthanasié, on n'est plus là. Donc il ne faut surtout pas se tromper. Et c'est important, surtout quand il s'agit du devenir d'une nation, de la cohésion d'une société, faire en sorte à ce qu'on ne travaille pas sur les divisions, ça ne sert absolument à rien. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et dire bon, on va faire ça, c'est plus simple, et de toute façon, à chaque fois que quelqu'un nous embêtera, on va le virer, on va enlever sa nationalité, etc. Comme si c'était aussi facile. Comme si on pouvait continuer à être une république respectable et démocratique en allant vers de telles pratiques qui sont d'abord illégales et anticonstitutionnelles. Alors qu'à cela ne tienne, on change la Constitution et les corps intermédiaires, on les vire. Et les contre-pouvoirs, et on les annule, les conseils d'État, on enlève, et le conseil constitutionnel, pareil. Ben, ça s'appelle la dictature. Bon, je considère que si on doit verser dans la dictature, ou presque la dictature, l'autoritarisme, pour vaincre ou
pour combattre un totalitarisme, c'est qu'on a échoué. Parce que l'objectif premier, ou l'un des objectifs des islamistes, vous pouvez me poser la question comment je le sais. Je le sais parce que je les lis de façon obsessionnelle depuis une trentaine d'années. Donc ils ont cette, j'allais dire, honnêteté, entre guillemets. Tous les mouvements totalitaires ont cette même honnêteté, entre guillemets, c'est de nous dire ce qu'ils ont envie de faire. Un illustre personnage qui avait une petite moustache a écrit un livre qui s'appelle Mein Kampf, où il a dit tout ce qu'il devait faire plusieurs années avant de passer à l'acte. D'autres, de l'autre côté, ont fait exactement la même chose en expliquant pourquoi il fallait monter des goulags et envoyer des populations là-bas, tout en rationalisant une sorte de, de programme qu'ils mettaient en place avec une barbarie évidente et totalement assumée. Donc l'islam politique a aussi écrit, enfin ces idéologues ont écrit et expliqué ce qu'ils voulaient faire. Et parmi les choses qu'ils assument totalement, comme ce sont des ennemis déclarés de la démocratie, c'est de révéler, disent-ils, que nos sociétés n'ont absolument rien de démocratique ni d'égalitaire et que tout ça n'est qu'un habillage hypocrite de leur point de vue qui cache en fait des sociétés plutôt intolérantes, autoritaires, etc., etc. Et ils disent, à force de mettre la pression sur ces sociétés, les nôtres, ils arriveraient à faire changer le système de gouvernance. Pas seulement changer les hommes, les femmes, changer véritablement le système de gouvernance, c'est-à-dire basculer vers autre chose que la démocratie. Donc quand vous, à chaque fois que quelqu'un vous invite à piétiner les règles essentielles de la République et les règles essentielles de la démocratie, en vous expliquant que c'est ainsi qu'on lutte mieux contre l'islamisme, répétez-lui, non, c'est comme ça qu'on alimente plutôt l'islamisme et c'est ainsi qu'on lui rend service. Donc tous ces éléments que j'essaie de synthétiser représentent une certaine complexité et j'ai voulu les expliquer à travers notamment une approche chronologique. Alors, ça ne s'est pas fait en quelques mois, ça s'est véritablement construit sur, pour faire simple, 4 décennies. Est-ce que les islamistes de l'islam sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui? Quelle est la grande différence? Alors d'abord, il y a un vrai continuum. Vous m'entendez pas? Je me demandais si comme il y a des variants bien connus, est-ce qu'il y a des variants islamistes qui ont évolué depuis 90 jusqu'à nos jours? C'est une question extrêmement importante parce que figurez-vous que le livre, bon après je ne l'ai pas fait pour les questions de cette partie-ci, pardon, devait s'appeler Continuum. C'est pas un joli titre, mais Ça se comprend. Continuum, parce qu'il y a un véritable continuum idéologique, d'abord. La pensée qui animait au milieu des années 90 le groupe islamique armé algérien, le GIA, qui avait frappé sur le territoire national à travers des personnes qui ont défrayé la chronique, je cite notamment Khaled Kelkal, obéissait à une idéologie qui est exactement celle de Daesh. Strictement celle de Daesh. Les éléments de langage, pour reprendre un terme bien connu d'économie, qu'utilisait déjà le GIA, sont des éléments de langage qu'a utilisé Al-Qaïda et qu'a utilisé Daesh. Ces éléments de langage reposent sur 2 pieds. Et d'ailleurs, toute la logique islamiste repose sur ces 2 pieds. La diabolisation de l'État, de l'entité, de l'institution, de la personnalité, de la population qu'elle a envie de cibler, sa diabolisation morale. La diabolisation morale est le prélude de la mise à mort. Mais cela ne suffit pas. Avec la diabolisation morale, il y a un discours victimaire qui va, d'une certaine façon, construire ou permettre à chaque terroriste, avant son passage à l'acte, de rationaliser la haine et la violence qu'il va exercer.
Que veut dire rationaliser la haine? C'est lui donner un caractère logique et légitime. Comment un terroriste qui s'appelle quelqu'un, qui s'appelle Mohamed Merah, qui s'appelle Kouachi, qui s'appelle Koulibaly, peut rationaliser la haine? C'est en construisant son propre discours victime, en instrumentalisant un imaginaire qui présente la chose, je la résume de cette façon, et qu'on retrouve beaucoup dans la littérature islamiste. L'auto-victimisation, les musulmans sont historiquement victimes d'un Occident barbare et arrogant et méprisant et humiliant, convoquant ainsi au passage les croisades, la colonisation, les actes du colonialisme, les guerres d'indépendance, etc., la torture pendant la guerre d'Algérie et j'en passe. Donc tout est bon pour être instrumentalisé. Ça a permis de construire un imaginaire victimaire. Et à côté de ça, évidemment, la diabolisation. La France et ses valeurs, ou l'Occident et ses valeurs, ce sont des valeurs qui sont anti-islamiques. La laïcité est une invite à la mécréance, que ce monde de la mécréance, pour citer leurs termes, leurs mots, et veut anéantir l'islam et les musulmans, les humilier, etc., etc. Et ce sont ces deux choses qui permettent, en fait, de rationaliser la haine et de faire tomber des digues morales que peut chaque être humain a cette humanité en nous, là, je veux dire, compris le terroriste, y compris le pire des criminels. Il y a des processus psychologiques qui font qu'à un moment donné, on passe de l'autre côté du monde, enfin, de l'autre côté du mur, ou que sais-je encore. Donc, si vous voulez, ce sont ces deux éléments qui jouent un rôle essentiel et qu'on retrouve dans les littératures islamistes, qu'on retrouvait donc il y a une trentaine d'années, qu'on retrouvait dans la littérature islamiste qui a amené à l'assassinat du président Sadat en Égypte, par exemple, qu'on retrouve à d'autres moments. Mais, si vous voulez, en grand, Charlie Hebdo, le processus de diabolisation accompagnant un discours victimaire, on veut humilier les musulmans en caricaturant leurs prophètes, etc. Charlie Hebdo est un journal raciste, je cite, etc., etc. Tout ça commence en 2005, ça s'accentue en 2006 au moment du procès, etc. Et l'issue fatale, nous la connaissons, va intervenir 10 ans plus tard, en 2012. Mais dans un autre cas, qui a marqué l'opinion, le même processus a coûté la vie à l'enseignant Samuel Paty en 11 jours sur les réseaux sociaux. Jour 1, victimisation, un professeur a humilié une collégienne musulmane en montrant la caricature du prophète nu. C'est une insulte à l'islam et aux musulmans. 2-3 jours plus tard, intervient un individu, un triste sire connu pour son militantisme islamiste. Je ne cite pas son nom parce qu'il ressemble au mien. Et je ne veux pas qu'il y ait une confusion, surtout que Marine Le Pen a fait la confusion à demander l'expulsion immédiate de Mohamed Sifaoui. Ce n'est pas une blague. Bon, il s'appelle M. Sefrini. Vous voyez, pas très bien. Donc, cet individu, accompagnant un parent d'élève, a diabolisé l'enseignant, Samuel Paty, en le présentant comme un fasciste haineux, etc. Cela a suffi pour, 11 jours plus tard, un jeune tchétchène fanatisé, lié à distance à Daesh à travers des échanges sur des réseaux sociaux et sur des applications sécurisées de messagerie, est passé à l'acte en prétendant défendre l'honneur de l'islam et du musulman. 11 jours. C'est dire que l'action terroriste, vous la connaissez, nous la connaissons, c'est la mise à mort d'une personne, d'un groupe de personnes, c'est l'attentat contre des biens ou des personnes. Ça, c'est l'action terroriste. Mais ce qu'il y a avant, peu de personnes s'en occupent. C'est-à-dire tous ces processus de rationalisation de la haine, tous ces discours qui vont faire que, chez certains, il va devenir normal et même naturel, c'est presque une logique de légitime défense dans leur esprit, que de tuer. Et systématiquement, il y a une logique victimaire. Quand on demande à Mohamed Merah, une fois qu'il est encerclé, pourquoi tuer les enfants juifs, il répond, mais pourquoi vous ne réagissez pas quand
des enfants palestiniens sont tués à Gaza. Et donc, immédiatement, le parallèle est mis avec des éléments soit d'actualité nationale, soit d'actualité internationale. On peut vous chercher n'importe quoi. Aujourd'hui, par exemple, les mêmes milieux islamistes mobilisent ou instrumentalisent l'actualité. L'actualité, c'est l'Ukraine, c'est l'invasion de l'Ukraine, c'est la guerre avancée successoire de Poutine sur l'Ukraine. Et la réaction, la solidarité exprimée par la population française, par les responsables français, est immédiatement retournée en disant « Ah, quand c'était des musulmans qui mouraient en Syrie, vous n'avez pas eu le même élan. Preuve en est que ces gens sont hypocrites, ils sont absolument pas sincères quand ils convoquent les valeurs universelles, etc. Donc, tout est utilisé par eux pour justement diaboliser la société. Quand vous diabolisez la société dans son ensemble, et quel que soit le sens, c'est pour ça que dans l'autre sens, quand on diabolise l'ensemble des croyances, sans rentrer dans la nuance, le danger est le même. J'ai sorti il y a quelques mois une enquête sur les attentats ratés de l'ultra-droite. Ça existe. Il y a eu une quinzaine d'attentats démontés par la DGSI, fort heureusement, et qui a amené certains à aller dans une mosquée et tuer aveuglément. Heureusement, on est passé à côté de quelques catastrophes, parce que vous imaginez évidemment le fait déjà de tuer des innocents, mais pas seulement les conséquences politiques de tout ça. Donc, ça donne des idées, la diabolisation donne toujours des idées de meurtre, il ne faut pas l'oublier, et l'attitude victimaire aussi, parce que, encore une fois, il y a toujours des gens qui font des crises de courage et qui disent, peut-être qu'en prenant une Kalachnikov ou une arme automatique, quelle qu'elle soit, en allant tirer dans la foule, c'est faire preuve, sinon d'un attachement à une religion donnée, sinon voire de patriotisme pour les autres. Donc, il y a toujours une responsabilité à diaboliser. Il y a toujours une responsabilité morale. C'est pour ça que personnellement, avec d'autres, je réagis systématiquement lorsque, évidemment, quand des personnes sont menacées, il faut le prendre au sérieux, mais pas seulement. Quand on commence à diaboliser des journalistes, quand on commence à diaboliser des intellectuels, quand on commence à diaboliser des citoyens, au hasard, quand on commence à prendre, je dirais, à pointer l'index sur une société, c'est là aussi préparer certains esprits à passer à l'acte en ayant, j'allais dire, bonne conscience. Je ne sais pas combien de temps. Voilà, donc on a du temps, je regardais justement, on laissait quand même le temps à des questions. Moi, je ne suis pas intervenu parce que ça ne sert à rien. Donc, on va passer maintenant aux questions du public. Moi, juste une question qui concerne l'islamisation de la société. Pour moi, je sais, je vais venir au Maroc. Je vais au Maroc, je vais depuis 40 ans. Et j'ai vu petit à petit la société évoluer vers une islamisation visuelle. Où vous voyez, dans les quartiers où il n'y avait pas une seule femme voilée, petit à petit, on a vu des gens tous se voiler, etc. Qu'est-ce qui est à l'origine? C'est pas agressif, ça, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette évolution vers une réislamisation des sociétés musulmanes? En fait, pour comprendre, il faut voir un petit peu ce qui s'est passé à travers l'histoire. Je vais essayer d'être très rapide parce que là, c'est une question là aussi importante, mais qui nécessite une réponse un peu complète.